Salut mes pirates, c'est le Captain Crochet. Boom Et la fine équipe du Hall of Fame est de retour. Bien sûr, je suis accompagné par le sociétaire de la piraterie de la boxe, Antoine de 130 livres. Salut Antoine. Salut Captain, salut les pirates. Salut à toi. Alors, attends. Non, c'est comme ça. Je sais plus comment le faire, mais j'ai mis en gros ton logo 130livres.com. Vous y allez jeter un œil et lire les beaux articles d'Antoine. Antoine, tu es mon fidèle associé, acolyte, sociétaire dans cette aventure des discussions Hall of Fame. Depuis Michael Carbaral, on attendait pour en faire une, et alors celle-là, je suis pas peu fier et vraiment très content de la partager encore une fois avec toi, parce qu'on va parler d'un nom qui, à mes yeux, n'est pas assez référencé, n'est pas assez discuté chez les amateurs de boxe, et ce nom, qui a un vrai rapport avec vous, le public français, c'est Mike McCallum. The Body Snatcher, Mike McCallum, cette légende jamaïcaine. Alors c'est la question habituelle pour commencer notre discussion. Toi, Antoine, McCallum, c'est quoi ta première approche? Comment tu découvres ce personnage? Alors c'est un vieux souvenir, parce qu'on va le voir tout à l'heure, mais il a boxé en France en 86. Et donc j'ai souvenir, alors avec les vieux habillages de Canal+, vraiment première époque, j'ai souvenir d'un combat où finalement, moi j'imprime pas trop parce que je suis gamin, donc j'imprime surtout le fait que c'est Saïd Freddy Skouma, le français, qui a une chance mondiale. Et j'ai le souvenir de voir les images du combat, et d'un côté de me rendre compte que malgré tout, le mec en face boxait mieux. Et alors j'ai un souvenir terrible surtout de ce combat entre les rounds auquel parle son entraîneur, qui était un vieux monsieur qui s'appelait Jean Bretonnel, et qui vous voyait ses boxeurs et qui disait à Skouma: mais faut pas vous laisser taper, faut pas vous laisser taper. Effectivement, le problème c'est qu'il se laissait taper, hein. C'est bon, on va en reparler de ce combat, mais il s'est bien laissé taper. Et donc voilà, donc McCallum, c'est la vedette américaine qui débarque en France et qui met la misère aux boxeurs de chez nous. Donc ça, c'est le premier souvenir. Et puis derrière, c'est aussi, pour boucler la boucle, un peu plus tard, et je déflore pas, un combat contre Fabrice Tiozzo dans la décennie qui a suivi, toujours en France. Donc c'est la star de là-bas qui se déplace chez nous. Voilà Mike McCallum. Tout à fait. Alors toi, effectivement, tu découvres quand il faut déjà à cette époque, qui est une époque incroyable hein, pour Mike, on en reparlera. Moi, évidemment, je le découvre beaucoup plus tard. On est dans cette dynamique. Alors je le découvre encore une fois avec mes bibles de l'époque, l'année de la boxe. Je vais pas vous le ressortir. Mes pirates, vous le savez très bien. Donc c'est un article encore que je lis qui me le fait découvrir. Voilà. Et puis on est à l'approche du combat de Tiozzo. Tiozzo est champion d'Europe contre Schmeling, et déjà le nom de McCallum est plus ou moins là, qui fait écho, je dirais, et donc on s'y intéresse. Mais alors que Monkey le chat est avec nous, mais j'aurais beaucoup de mal en fait à trouver les archives, si on peut dire, de ces combats. Je découvrirai son combat magnifique. On y reviendra aussi, mes amis, bien plus tard aussi. Et en fait, tu sais, ce genre de personnage, tu grandis dans ta passion boxe, c'est un des acteurs au moment des faits, mais il prend sa retraite, mais toi, au fur et à mesure du temps, tu découvres. C'est comme un livre au chapitre secret que tu découvres à chaque fois. C'est magnifique. Et Mike McCallum vraiment représente ça pour moi. Et plus j'ai évolué si je puis dire, dans mon IQ box, plus je suis souvent revenu à Mike McCallum. On va en parler aussi. Voilà. En ce qu'il en est pour Mike McCallum, qui est un nom connu en France, mais finalement une histoire pas si connue que ça en France. Et là, on va faire le boulot avec Antoine de 130 livres. Parce que, faut-il le rappeler, Mike McCallum, c'est un pédigré. Et c'est un pédigré qui fait les Jeux Olympiques en 1976. Mike McCallum est un Olympien et 76, c'est quand même une sacrée génération. Et, alors là, vous vérifierez, mais je crois qu'en plus, il perd malheureusement en quart de finale. C'est-à-dire que les 2 premiers tours, il les passe, il représente la Jamaïque, il est très jeune. Enfin, il a la vingtaine, en fait, à l'époque, il a normalement 20 ans, on y reviendra aussi. Voilà, belle Olympiade, et au lieu de tout de suite passer professionnel,
donc on est en 76, et ben il va continuer à aiguiser ses armes chez les amateurs. Il est du côté de Brooklyn à l'époque, et ça va être une succession de trophées du Golden Gloves, ce qui est énorme, surtout à cette époque-là, un niveau de dingue. Bref, c'est une pépite qui se parfait et qui ne passe pas chez les pros tout de suite. Et finalement, il y a un passage chez les pros, Antoine, si tu seras d'accord avec moi, si n'hésite pas à me couper si tu veux parler de son début chez les pros. Mais finalement, ça va être un nom qui va rester plus ou moins inconnu du grand public jusqu'à au moins 1984. Dis-moi si je me trompe. Mais 1984... c'est l'année de son premier titre. Et voilà. Effectivement, c'est un boxeur qui a été préparé comme il faut. Il a fait beaucoup de choses comme il fallait. C'est un modèle de boxeur rationnel et intelligent sur le ring et en dehors, ce type-là. Et ça commence très tôt. En effet, alors tu as montré l'affiche de sa première chance mondiale contre Sean Manion. Auparavant, il a monté les échelons intelligemment en professionnel. Il a affronté en particulier un ancien adversaire de Ray Leonard qui s'appelle Ayub Kaloulé et qui est à peine plus âgé que lui, mais qui a beaucoup plus de combats au compteur, qui est déjà lui sur la pente descendante. Et on s'aperçoit de ce qu'on tient avec McCallum en regardant le combat contre Kaloulé. Kaloulé, c'est un bon boxeur de niveau mondial qui a battu un certain Sungu Kalambai par décision quelques années auparavant. Et qui est plutôt un profil de bagarreur gaucher, un type méchant qui avance sur son adversaire, qui donne une grosse énergie. Et McCallum le met sur les fesses au premier round, et il le torrait pendant 7 jusqu'à l'abandon. Et c'est un truc déjà, on sent qu'on tient une pépite, qu'on sent un champion qui est pas encore à son prime, mais qui va absolument tout casser. Tellement ça, ce début de carrière, c'est tellement ça. Je vous ai mis cette affiche pour bien que vous représentiez, parce que regarde, Hagler, il est en sous-carte de Hagler contre Mustafa Hamsho, dont on a parlé dans cette discussion Hall of Fame de Marvin Hagler. On a parlé de cette soirée, d'ailleurs une discussion Hall of Fame qui a dépassé les 2000 vues, hein, cocorico, on peut sortir le champagne, mon cher Antoine, un succès de l'année dernière. Et donc oui, McCallum est là, et véritablement il est là. Et ce que j'aimerais vous dire aussi, mes pirates, c'est que McCallum, comme d'autres de ses futurs adversaires d'ailleurs, je pense à Donald Curry, sont des athlètes qui ont été au top de leur catégorie et de leur sport au même moment que des légendes. C'est-à-dire que McCallum, on parlait, tu sais, un combat contre Leonard, un combat contre Hagler, un combat contre Hearns ou Durand, c'était pas du tout de l'improbable, c'était pas du tout une lubie de l'esprit des fans. À ce moment-là, c'était quelque chose qui pouvait se concrétiser. Et et McCallum, je pense aussi, attendait ces opportunités-là. Bon, vous connaissez peut-être l'histoire, il n'en aura pas du tout sur ces gros noms-là, mais il les attendait avec impatience. On en parlera de un précisément. Pourquoi ? Parce que à cette époque aussi, McCallum, comme je vous dis, c'est parfait en termes de skills, en termes de boxe. McCallum est un boxeur, et moi c'est pour ça que je l'apprécie énormément, qui a trouvé sa boxe. La boxe de McCallum, c'est vraiment quelque chose que tu reconnais. Et une boxe totalement adaptée à son corps, de longues jambes, de longs bras, mais en plus une intelligence sur le ring, ses déhanchements si particuliers, ce travail sur les angles, enfin bref, c'est magnifique, il a trouvé sa boxe. Mais McCallum a aussi été un road warrior, ne serait-ce que dans les salles d'entraînement. Il a tourné dans des salles, et à un moment, il s'entraîne au Krong Gym. Il fait même partie de l'équipe du Krong Gym, Antoine, pendant quelques temps. On l'oublie. Ça s'entraînait, sparring avec les mecs du Kronk, pas de problème, vous savez qui est là-bas. Et ce que j'ai mis extrêmement longtemps à savoir, Antoine, c'est que, en fait, il y avait une détestation entre Mike McCallum et Emmanuel Stewart, qui va être importante dans sa carrière. Est-ce que tu aurais quelque chose à dire là-dessus ?
Oh bah, ça va atteindre son pic sur un combat en particulier qu'on verra plus tard. Tout à fait. Mais en effet, oui, ça jouera peut-être, on va en parler, sur le fait qu'il n'aura pas affronté au final Tommy Hearns, même si Hearns aura eu une carrière très longue en professionnel, ils ne se seront pas affrontés. C'est vraiment dommage. Le problème au fond de McCallum, on y reviendra souvent, c'est que c'est un boxeur extrêmement intelligent, extrêmement durable sur un ring. Il a un menton en tungstène. Il est très endurant. C'est un cauchemar à boxer. Et c'est un cauchemar qui n'apporte pas à une table de négociation, qui n'apporte pas un gros public. Parce qu'il est jamaïcain. Il vit comme un Américain assimilé, mais il n'a pas de base arrière. Il n'a pas d'endroit. C'est pas la certitude de faire sauter la banque en pay-per-view McCallum. Donc c'est un gars qui va devoir toute sa carrière accepter les conditions qu'on va lui fixer. Et ce sera valable. C'est la raison pour laquelle il va se déplacer autant et aussi loin. Et la raison pour laquelle, sûrement, il n'aura pas pu avoir certains des très gros combats de l'époque, parce que c'est ce fameux ratio bénéfice-risque, ce fameux ratio risque-reward qui fait qu'on tire un boxeur ou qu'on ne le tire pas. Le sien était catastrophique, extrêmement mauvais. Voilà. C'est-à-dire gros risque pour un gain modéré. Ah ouais. Ah oui. Ah oui. C'est le cauchemar des promoteurs. Tout à fait. C'est l'équation que les promoteurs n'aiment pas du tout. Et effectivement, tu as bien raison. Donc là, nous sommes en 84. Cette prise de titre de cette catégorie des super Walter ou junior middleweight, vous choisissez l'appellation, c'est cadeau. Voilà, à un moment où ça veut dire quelque chose. Et de toute façon, dans notre conclusion, on en reparlera de cette catégorie 2. Mais on est en 84, ce gros combat, comme tu l'as dit, succession de gros combats et de défense de titre. Et puis il faut savoir aussi quelque chose. 84, je crois que c'est à 83, 84, je ne sais plus. Mais il y a une histoire, et là encore, c'est une histoire que moi, même en tant que fan, je ne connaissais pas, que je découvre en me penchant sur le sujet. C'est si vous aimez le film Southpaw, la rage au ventre, ben, je pense que vous allez être en affection avec Mike McCallum. C'est que Mike McCallum perd sa femme. Il perd sa femme et donc il a sa femme et une petite fille et il perd sa femme. En 84, il devient veuf et devient père d'une fille de 7 ans à ce moment-là. Et donc un drame absolu. Et de ce drame-là, ce qui est très fort, c'est quand on voit la carrière dans les années 80 de Mike McCallum, et aussi comment il s'est comporté, parce que vous pouvez retrouver les reportages de HBO, notamment de ABC, parce qu'il boxait aussi sur les ABC à l'époque quand il faisait de la boxe. Vous pouvez retrouver ces reportages et les portraits qu'il y a de Mike McCallum, et c'est assez impressionnant. C'est un père voilà, qui met un point d'honneur à jouer son rôle de père, surtout à ce moment-là, et qui reste champion du monde. À cette époque-là, moi, je lui tire mon chapeau, et ça, c'est une histoire qu'on ne connaît pas. Et Mike McCallum est tellement réservé, humble, qu'il y a plein d'histoires qu'on ne sait pas de lui, mais bon, on pourrait écrire un livre là-dessus. Voilà, donc pour vous dire quand même, mentalement, la force du gars, la force énorme du gars. On passe 84, 85, c'est une succession de défense de titre, on passe à cette année 86. Et là, l'année 86, ça va être la première victoire qui détonne, qui fait un gros boom, et qui, je pense, va faire très peur à beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Alors, je fais mon petit montage en même temps que je te parle, Antoine, tu sais très bien, mais je vais te montrer des photos, mais des photos magnifiques. Hop, il y a cette première photo-là, c'est Mike McCallum, et dans les cordes, c'est Julian Jackson. Julian Jackson, voilà. Alors, Julian Jackson, je crois qu'au moment des faits, c'est 29 combats, 27 KO. Mais n'oubliez pas que Mike McCallum, lui aussi au moment des faits, ça doit être 26 victoires, 23 KO. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Et donc, dans une ambiance de feu, on est à Miami Beach, que Antoine connaît. Miami Beach, on est en 86, en soirée Don King, avec John Jackson qui vient des îles, avec le Jamaïcain. Donc, je dirais que le public est moitié-moitié, donc ça donne une ambiance de folie. Il y a des drapeaux, il y a des banderoles,
on sent une énergie incroyable, et ça va durer 3 rounds, et cette terreur, parce que c'est déjà une terreur, hein, Julian Jackson, il fait déjà peur à tout le monde. Eh ben, Julian Jackson, il va tomber sur le problème, l'équation insoluble pour lui, Mike McCallum. Ah, vas-y Antoine, fais-toi plaisir. Alors, c'est un combat qui devait être à l'époque, je l'ai pas regardé en direct, mais très excitant sur le papier, parce que voilà, on a affaire à deux terreurs invaincus qui s'affrontent sur le ring. C'est un peu cette excitation, je sais pas moi, un peu plus tard entre Jackson et McClellan, c'était un peu comme ça, c'est-à-dire cette certitude qu'il va se passer un truc sur le ring. Comme tu l'as dit, l'ambiance est incroyable. C'est les années 80, c'est leur pic. T'es dans Scarface dans ce film. T'es à Miami en 86. Tu vois Don King avec un costume blanc, cravate blanche. Enfin bon, tu vois des mecs qui montent sur le ring dans les entourages des boxeurs avec des grosses chaînes, des costumes à la Scarface avec le collet à tarte, etc. Enfin, bon, t'es complètement chez De Palma. Et il y a une ambiance très très électrique. Le public chante, ils sont nerveux, ils ont des pancartes dans la foule. C'est électrique. Et donc les deux boxeurs sont invaincus à l'époque. Et McCallum dira après le combat, au premier round, McCallum il a à peu près tous les atouts physiques, mais il a surtout un menton extrêmement solide. Ça leur a sauvé un certain nombre de fois. C'est pas un boxeur qui se faisait souvent frapper de plein fouet parce qu'il avait une science de l'accompagnement. Il se défendait avec son épaule. Il savait très bien en prendre un peu, mais pas trop. Enfin bon, c'était un scientifique. Mais contre Jackson, et il le rappellera, Jackson c'était un gros puncher. Pourquoi? Parce qu'il avait les mains qui allaient très vite. Et donc, McCallum redit après le combat, mais putain, le mec était rapide, et à un moment, je sens mes genoux lâcher. Alors, c'est-à-dire qu'il prend un coup, il goûte le pouvoir de Jackson, et là, il fait un choix tactique assez intelligent. C'est-à-dire qu'il dit, bon, ok, j'ai pas peur, le mec tape très fort, donc il faut absolument que je le vire très vite. Donc il fait le choix, il dit, ben voilà, je vais décider de voir un combat court. Et donc, premier round plutôt à l'avantage de Jackson, qui est un duel relativement brutal, où McCallum prend le punch de Jackson, ce qui est assez inhabituel. Ouais. Au deuxième round, McCallum n'a pas peur, et il va faire un truc qui est assez inhabituel. Il se plante face à Jackson. Il se plante face à lui. Personne va là. Simplement, McCallum se dit, voilà, j'ai le menton solide, autant en finir très vite. Et effectivement, il surprend Jackson parce que, c'est un duel relativement classique chez McCallum. Il pilonne, il enchaîne corps-face. Il travaille derrière son jab. Et on voit déjà le McCallum qui peut aussi chercher les angles. Il y a tout un, et qui propose, en fait, à son adversaire vraiment, et là, on voit la différence de level, quoi, tu vois. Jackson. Avec Jackson, c'est clair. Voilà. C'est clair. Jackson est un bon boxeur, mais il boxe beaucoup en ligne, gauche-droite. C'est un boxeur assez basique, on va dire ça comme ça, tandis que McCallum va chercher les angles. Et en fait, il trompe Jackson très intelligemment, c'est-à-dire qu'il fait plusieurs fois jab-cross, et à un moment donné, il envoie la droite en première intention, et boum, il envoie la gauche derrière, et Jackson a pas anticipé ce coup-là. Il est mis sur le cul, et là, il n'est pas encore complètement rétabli quand il se redresse, même s'il a l'air à peu près lucide, et il se retrouve une bonne minute dans les cordes, à manger super chaud. Et l'arbitre finit par arrêter le massacre. Il y a un très bon arrêt de l'arbitre, parce que à l'époque, les arrêts de l'arbitre, c'était pas toujours ça, et là, c'est un bon arrêt. Absolument, ouais, là, c'est raisonnable. Cet arrêt-là, il est raisonnable. Le public est forcément un peu frustré, mais l'arrêt est raisonnable. Et c'est une victoire qui a beaucoup de valeur. Parce que à 154 livres, Julian Jackson, alors ça a été un peu moins vrai quand il est passé en middleweight, mais en super welter, ce mec était un cauchemar. On l'a vu contre Terry Norris. Même si pugilistiquement il était dans le vent, il lui a suffi d'un coup. Et McCallum le prend et en 5 minutes il le fout en l'air. C'est un exploit. Auparavant, il a battu des gars qui étaient un peu sur leur tour comme Caloulet, ou alors il a commencé à faire le Road Warrior, il s'est battu en Italie. Il a battu des gars solides, mais qui n'avaient pas ce lustre-là. C'est la première très grosse victoire à son palmarès. Ouais. Et comme on vous dit, regardez, il y a déjà le Mike McCallum qui s'exprime. Voilà, et qui va s'exprimer d'autant plus, voilà. Et notamment, pour revenir sur le côté tactique, c'est face à un Julian Jackson, qui est un boxeur j'appelle ça un boxeur qui fait le point. C'est-à-dire que tu sais, il veut mettre en ligne, et quand il a son point, que tu sais, comme sur un avion de chasse, il a son point, boum, ça balance, voilà. Julian Jackson, c'est ça. Sauf il arrive jamais il touche la première fois, McCallum fait OK.
tu feras plus jamais il ne peut plus jamais faire le point, alors que McCallum est là, est toujours à mi-distance, c'est ça qui est extraordinaire, et surtout l'accuracy de McCallum, parce que quand McCallum donne un coup, c'est toujours ultra précis. Et alors là, c'est une lecture que vous devez avoir. J'en parle tout de suite, Antoine, parce que j'ai peur d'oublier pendant notre discussion, c'est parce qu'il y a la photo là. On voit qu'il y a Monsieur Duva qui est là. Donc, voilà. Comment dire, c'est pas un divorce, mais je pense que les grosses chamailleries avec Emmanuel Stewart ont eu leur effet. Mike McCallum est parti du côté de Duva. Grand bien lui fasse parce qu'il a été, selon moi, avec le plus grand entraîneur de l'histoire de la boxe, qui est George Benton. Voilà, parce qu'on voit Duva, il est bien gentil, mais c'était l'aboyeur. Mais le cerveau derrière. C'était le manager, c'était la tête de gondole. Voilà, mais le grand entraîneur, c'est George Benton. Et puis aussi, dans sa carrière, McCallum aura Eddie Futch. Donc ça, c'est incroyable, mais toujours en restant lui-même, toujours avec sa boxe de McCallum. C'est à la fois intéressant de voir qu'il a eu des Hall of Famers d'entraîneurs dans son coin, mais qu'il est toujours, enfin, je ne vois pas la patte, tu sais, d'Eddie Futch. Un petit peu quand même, tu vois, mais ils l'ont pas totalement transformé. Il a toujours eu cette science propre à lui. Voilà, parenthèse refermée parce que j'ai peur d'oublier. Et donc, grosse victoire. On est en 86, et 86, il continue à faire le Road Warrior, et il va commencer à faire le Road Warrior en France. Parce qu'à la suite de cette victoire à Miami Beach, eh ben, on va voir coup sur coup 2 combats de Mike McCallum. Il y a une histoire française de Mike McCallum. Il y a un premier combat qui n'est pas un titre en jeu. Je pense que c'est un combat qui a été fait aussi pour qu'il se fasse connaître du public français et que pour faire monter la sauce pour le championnat du monde qui arrive après, mais qui arrive très vite après. J'ai noté, le 15 septembre, il est à Paris et bat par KO Irving Hines, que je ne connais pas, et simplement le 25 octobre, donc 15 septembre, 25 octobre, je pense qu'il a même dû faire son camp d'entraînement en France, selon moi, à savoir, ça serait intéressant de savoir, mais le 25 octobre 86, au Zénith, alors qu'on y va, généralement, Antoine y va pour voir du rock, là, y aller pour voir de la boxe contre, j'arrive jamais à le prononcer, Skouma, voilà, dans un combat one way, hein, peut-on dire. Est-ce que tu veux un peu, tu nous l'as déjà évoqué, est-ce que tu veux un peu en parler? Non, c'est décidé dès le premier round, on comprend très bien ce qui va se passer. C'est-à-dire que Skouma est plutôt un puncher, il a les bras assez courts, il doit s'approcher. McCallum est pour un super welter, a un physique assez impressionnant. Il fait 1m82, 1m89 d'envergure. Donc déjà, il a des avantages naturels assez importants. Il faut vraiment s'approcher. Quand on a les bras courts, c'est pas simple. Et Skouma est pas du tout un technicien. Donc effectivement, il est pas du tout dans son élément en fait. Il doit s'approcher, et le temps qu'il s'approche, il en prend. Et McCallum tourne très intelligemment. Jamais il va laisser à Skouma l'opportunité de le mettre en danger. Les rares fois où Skouma touche, on s'aperçoit que McCallum a ce menton qui est en plus une sécurité supplémentaire. C'est intéressant d'entendre. Alors, aux commentaires, c'est Charles Bietri et Jean-Claude Boutier. C'est assez, voilà, c'est assez marrant de s'apercevoir que les deux sont très conscients de ce qui va se passer. Ils essayent d'entretenir le suspense, mais les deux savent très bien ce qu'ils sont en train de voir. Et Skouma est courageux. Il va tenir jusqu'au 7e ou au 8e round. Il a la gueule en chou-fleur. Il crache du sang. Il va à terre à la toute fin sur vraiment la finition est assez brutale. Il y a pas de, il a le short plein de sang. Enfin, c'est une image assez, voilà. Et en gros, Skouma a plutôt le niveau champion d'Europe et il affronte un des meilleurs champions du monde de son époque. La différence est assez considérable. Voilà. Mais on aura eu l'honneur de voir un premier championnat du monde en France avec Monsieur McCallum. Et c'est pas souvent, je le répète, que des boxeurs de ce calibre-là se sont déplacés pour défendre leur titre en France. Voilà, parce qu'il défendra son titre, mais il reviendra en France. Et pas que à la fin de sa carrière. Pas que à la fin de sa carrière. Incroyable Road Warrior, ce Mike McCallum. Et là, on est en 86 et on va commencer l'année 87, qui est une année exceptionnelle. C'est tout. Donc, il est toujours en super welter. Et vous comprenez que c'est important, et c'est important qu'il y reste. Pourquoi ? Parce qu'il y a tous ces noms dont je vous ai évoqués au début de l'émission qui sont là. Et le méga fight est toujours possible. Donc il faut toujours performer, il faut toujours être là, il faut toujours répondre
présent. 87, l'année du super fight. Hein, et ça un fight qui aura marqué les deux protagonistes, Léonard et Hagler, mais qui aura aussi marqué la compétition à cette époque, tu vois. Parce que beaucoup d'entre eux qui étaient des très très bons boxeurs et qui sont des Hall of Famers n'auront pas leur combat contre ou Hagler ou Léonard. Voilà. Ouais. Et on va en reparler. Et donc, 87 commence combat en Jamaïque, parce qu'il fait aussi ce qui est bien, toute cette période dans les années 80, c'est qu'il retourne toujours en Jamaïque pour faire un combat auprès de son public et tout ça. Et ça c'est bon. Et c'est des moments où il a les couleurs jamaïcaines sur lui. Jamaïque, grande terre de boxe, faut-il le rappeler. Et donc, en mars, il fait une défense en Jamaïque, mais surtout, on va aller sur son combat suivant, qui est en avril, et qui se passe à Phoenix, apparemment dans une fournaise. On est en avril, mais il fait déjà extrêmement chaud, ça a un impact sur le combat, et on est contre un protégé du Kronk Gym, dont on avait beaucoup d'espoir à l'époque, Milton McCrory, qui, 2 ans auparavant, avait eu une première défaite, un peu surprise d'ailleurs, contre qui? Donald Curry, et qui était de retour, plusieurs combats de retour, et qui avait de nouveau sa chance mondiale. Kronk Gym contre Mike McCallum. Vous le voyez, le combat émotionnellement très fort, parce que là, Mike McCallum, Milton, c'était pas son ennemi, mais les gens qui étaient dans son coin, c'était ses ennemis. Emmanuel Stewart. Et là, énorme combat. Alors là, la science du ring. Milton McCrory, le combat commence avec un crochet exceptionnel de McCrory que McCallum prend. Tu parlais de son menton. S'il avait pas un bon menton, il était allongé. C'est clair et net. Et puis, donc ça le réveille direct. Et là, ça va super bien boxer. Ça va être patient, ça va boxer. Et c'est du McCallum style qui va faire que, ça va être, dans les derniers rounds, une punition. Notamment, de mémoire, le 8e et 9e round. Grosse punition. Et il le fait exprès, je pense, Mike. Il le fait exprès, d'ailleurs. Il le fait, et il passe c'est possible. C'est très, très possible. C'est très très possible, et grosse victoire, parce que c'est un nom McCrory, grosse victoire encore une fois de McCallum, qui un peu se venge de la mauvaise... Emmanuel Stewart pouvait être aussi un mec qui est avec des mauvais côtés, et là McCallum c'était son... Voilà, et donc Stewart qui part directement dans les vestiaires, à peine il s'occupe de McCrory, mais McCallum il a quand même la classe, il fait comprendre... l'intervieweur de ABC essaye de le faire parler sur leur haine commune, et il arrive quand même à garder la classe. Il évite pas le sujet, mais garde la classe. Et grosse victoire. Doit-on rappeler, Antoine, que au premier rang, qui regarde avec ses lunettes, il a le swag des années 80 à ce moment-là, qui regarde avec ses lunettes sur ce combat, c'est évidemment le Hitman. Qui est là pour son pote McCrory, oui. Qui est là pour son pote McCrory, qui est là pour son père de substitution, Emmanuel Stewart. Voilà. Et les gars, posez-vous des questions. Ça sentirait la poudre, un combat. Ça sentirait la poudre, et bizarrement, bon, spoiler alert, c'est jamais arrivé. C'est jamais arrivé. Donc, veux-tu parler de ce combat? C'est un bon combat. McCrory est un boxeur très classique. Bien éduqué, presque trop. C'est-à-dire, il se tient extrêmement droit, il a une garde, il se boxe avec les mains bien hautes. On voit la différence avec un type comme McCallum qui a d'excellents fondamentaux, mais qui a complètement customisé sa boxe, qui a une attitude pas si classique que ça, parce que il a optimisé les choses, il a poussé certaines réflexions, certains raisonnements. Bon, McCrory est parfaitement en ligne. On dirait un boxeur européen en fait dans sa manière de boxer. Il est très très conventionnel, très orthodoxe. Droit sur son dos. Et en effet, il fait plutôt une bonne performance contre McCallum, mais on s'aperçoit que Mike McCallum est un boxeur qui a marqué des KO impressionnants, en particulier contre Julian Jackson, mais qui surtout usait ses adversaires. C'était pas l'homme d'un punch. En revanche, c'était un type qui, après 10 rounds, devenait impossible à boxer parce que c'était trop. C'était une accumulation de coups précis. À l'époque, il n'y avait pas tant que ça les statistiques, tu sais, qu'on pu boxe, etc. Ouais. Mais on peut imaginer que les cartes de Mike McCallum étaient horribles parce que le mec était précis. Et donc, il tapait régulièrement, et au bout d'un moment, l'accumulation des coups faisait que, dans les championship rounds, ça devenait vraiment complexe, quoi. Et là, la toute fin, tu l'as dit, les dernières minutes de McCrory sur le ring, c'est compliqué.
c'est vraiment compliqué, il mange très chaud. Ah oui. Ah oui, puis ça c'est un stop. C'est le stop de sa carrière, hein, je pense. Encore plus que son KO contre Donald Curry, parce que c'est un KO sur un coup. Mais là, parce que là, et c'est pour ça que je pense McCallum, il l'a fait exprès. Il lui fait mal. Il le détruit. Alors, le protéger, il le détruit. T'as dû avoir une espèce de négo bizarre aussi, parce qu'une fois n'est pas coutume, McCallum n'a pas son short jaune. C'est McCrory qui porte les couleurs du Kronk, donc il est en short jaune et McCallum est en short blanc. Peut-être que ça la vénère aussi. Alors j'ai pas les détails, hein, j'ai pas l'info, mais effectivement c'est rare. C'est McCallum, le champion doit boxer en short blanc et il affronte un mec qui porte les couleurs du Kronk. Peut-être que ça a fait plaisir à McCallum de bien montrer ce qu'il faisait du boxeur du Kronk. Ah ouais, tout à fait. Je n'ai pas trouvé l'affiche de ce combat, malgré mes recherches. J'ai pas trouvé non plus de photos évocatrices entre Emmanuel Stewart et Mike McCallum. C'est pour ça que on reste sur ce portrait magnifique de Mike à côté de nous. Voilà. Et précisons aussi que les interviews d'après moi de tout temps ont toujours été extrêmement importantes à regarder, mes pirates. Voilà. Et donc dans cette interview, on parle justement de ce beef avec le Kronk Jin, mais on présente le futur adversaire de Mike McCallum et le futur combat. On est en 87. Oui, c'est l'année du super fight, mais il y a un autre super fight chez les super Walter qui va arriver parce que Donald Curry est présenté à Mike McCallum et là en 2 gentlemen et tout, ils annoncent qu'ils vont combattre l'un contre l'autre et que ça sera un grand combat. Et ben ils avaient raison. Ils avaient raison. On va mettre tout de suite cette affiche que je trouve magnifique. Regarde cette affiche. Qu'est-ce qu'elle est belle. Qu'est-ce qu'elle est belle. Si vous l'avez chez vous, Pirate, contactez-moi. Allez styler cette affiche. Tiens, il y a 2 affiches. Hein. Il y a eu plusieurs. Le Caesar Palace a fait plusieurs affiches. J'ai une autre affiche qui est celle-là. Ouais. Voilà, un peu plus simple. Un peu plus simple. Classique, ouais. On va aller sur la stylée. T'es d'accord avec nous? Ouais. T'es d'accord avec moi, Antoine? On va aller sur la stylée. Voilà. Là, c'est la photo pour ceux qui ne connaîtraient pas Curry, pour vous le présenter. Armé et dangereux. J'adore ce combat. Il a un charme fou. Il y a une ambiance qui est belle. Et c'est un combat où ils donnent tout, les deux. Un combat où peut-être là, pour la première fois, je vois un Mike un peu stressé. Peut-être par l'enjeu. Un Jamaïcain un peu stressé par l'enjeu. Ce qui fait que le combat arrive et les deux qui sont encore pris par beaucoup de... Comment dire? C'est ce que j'essaye de vous exprimer depuis le début de l'émission. Mais au moment du combat, les deux, on leur prend la tête toujours avec Léonard, avec Ernst, avec Hagler. Et que ça soit Donald, que ça soit Mike, on ne leur parle que de ça. On leur parle pas de leur adversaire. Donc les deux avaient une pression parce que on leur faisait sentir qu'ils étaient à ça d'avoir leur méga fight. Donc il y a une grosse pression. Il y a une grosse pression sur ce combat. On le sent chez McCallum, qu'on sent un peu plus tight que d'habitude. Et donc Donald Curry en profite, et c'est Donald Curry qui mène la danse au 2e round. Très très bon round de Donald Curry. Très très bon round. Il est là, 2e, 3e, 4e. Il est bien là. Mais à partir, alors je parle aussi de mémoire, du 4e, ça change, Antoine. Ça change. Et qu'est-ce qui se passe, Antoine? Effectivement, alors Curry, c'est un champion très particulier. On en a parlé dans la vidéo sur Norris. C'est un champion qui avait des combats où il était là, où il était dedans, où il était brillant, et des combats où il n'était pas dedans. C'est un combattant hot and cold. Et ce soir-là, il est vraiment là. Il a déjà subi une défaite en carrière, qui est un énorme upset, quand il était en welterweight, quand il était souverain chez les welters, et qu'on s'attendait à ce que Curry devienne une méga star. C'était une star, mais pas une méga star. Il perd contre Lloyd Onegan, un combat que personne ne voyait Onegan gagner. Je crois même que les parieurs ne prenaient pas les paris tellement sa cote était basse. Et on se demande un peu à chaque fois sur quel Curry on va tomber. Et là, ce soir-là, il est présent, il est brillant, il est vif. Il se déplace en fait, il rentre dans la zone il a un déplacement axial intelligent, il rentre dans la zone de McCallum, il donne un ou deux coups, il recule. Il a un déplacement très affûté, il est plus rapide que McCallum. Et ça, c'est fort. Rentrer dans la zone de McCallum, ça c'est fort. C'est absolument. Il a compris le timing, il a compris comment ça marche. Sauf que, alors, il faut aussi reconnaître, alors, tu as parlé de Léonard, ce qui est génial, c'est que il a fait un truc en business qu'il faut pas faire. Il est allé demander conseil à Léonard. Et Léonard lui a dit, oui, boxe McCallum, c'est sûrement une bonne idée. En vérité, Curry voulait Hagler. Il était intéressé par Hagler et Hagler allait boxer plus tard. Il voulait Hagler.
En battant McCallum, il se garantissait Leonard ou Hagler. Il signe pour boxer McCallum. Leonard part négocier avec Hagler. Voilà. Donc il s'est fait un peu enfler le malheureux Curry, mais ça n'a pas été le seul à se faire enfler question business par Ray Leonard. Je ferme la parenthèse. Arrive, comme tu dis, le 4e round d'un combat que Curry mène, que Curry domine. Et là, McCallum dira après le combat, et on l'entend peut-être sur le film, il dit à son coin après le 4e round, mes coups au corps lui font mal, il commence à baisser la garde. Alors, c'est pas tombé dans les yeux d'un aveugle, parce que McCallum très tôt dans le 5e round feinte un coup au corps, et tout de suite Curry baisse les mains parce qu'il commence à avoir vraiment peur de se faire taper en bas. Parce qu'il a mal. Et McCallum se dit, ok, très bien, donc il le garde, et 1 minute plus tard, il feinte une petite droite au corps, Curry défend au corps, il y a un boulevard pour le crochet gauche, et McCallum lui met un crochet gauche d'école, un truc sublime. Il le sèche. Voilà, d'un coup, boum. C'est assez rare chez McCallum. Il le sèche, c'est magnifique. Le combat, tu l'as dit, est un combat de toute beauté. Le KO est incroyable. C'est pas très long. Vous êtes impardonnable si vous n'allez pas voir ce combat-là. On est d'accord. On est d'accord. KO qu'il met, coup qu'il met parfaitement, d'autant plus que l'allonge est là, que le grand bras son grand bras lui permet, et qu'il y a une conscience de sa corporalité chez McCallum qui moi à chaque fois me bluffe. Comme tu le dis, c'est un grand combat à avoir, et n'oubliez pas, c'est un peu le principe de notre émission. Ceci, c'est un duel de Hall of Famer. Hein, oui. Donc les duels de Hall of Famer, faut peut-être connaître les pirates. Voilà, donc là c'est un grand. 87, c'est une grande année pour McCallum. Ça ne peut être autrement, quoi. C'est une année de, voilà, c'est un nom et tout, et comme tu le dis, c'est un champion malheureusement, qui n'a pas les prestiges qu'on donne souvent aux champions. Ce qui fait que on entame l'année 88, et là, c'est incroyable. Voilà, on entame l'année 88 où il est encore obligé de faire le Road Warrior. Ouais. Road Warrior, qu'est-ce que ça veut dire, mes pirates? C'est-à-dire qu'il part boxer à l'extérieur, en terrain ennemi la plupart du temps, et avoir une carrière de Road Warrior, ça vous dit quelque chose du pédigré, hein, parce que c'est très très difficile. Peut-être que dans le futur on parlera d'un autre Road Warrior, mon cher Antoine. Et on arrive en 88, et tu nous as déjà un petit peu évoqué dans ta présentation. En 88, alors qu'il y a cette année folle juste avant, il va y avoir la première défaite. Il va y avoir une première défaite contre cet Italien. Est-ce que tu peux nous en parler? Alors cet Italien, il aurait pu être français. Première remarque. Hein, c'est un Zaïrois. À l'époque, on parlait pas de RDC, on parlait du Zaïre. Ouais. Et Sumbu Kalambay, il est né au Zaïre et il a essayé de s'installer en France. Et on a eu le manque de clairvoyance de ne pas lui accorder de permis de travail. Donc il a franchi les Alpes, et il s'est installé en Italie. C'est devenu Patrizio, parce que son prénom d'origine c'est Sumbu, mais que les Italiens l'ont appelé Patrizio, donc il l'appelait Patrizio Kalambay. Et c'est devenu un sacré boxeur. Alors déjà, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que McCallum ne peut plus faire les 154 livres. Donc on est en poids moyen. Il va défier pour son premier combat important en poids moyen, il va défier Kalambay chez lui. Et ce Sumbu Kalambay, c'est pas un prototype. À l'époque, on parlait beaucoup des boxeurs italiens comme étant un peu comme les Italiens au foot, c'est-à-dire gentiment truqueurs, c'est-à-dire qui s'accrochent, c'est-à-dire qui font tout un cinéma, c'est-à-dire qui essayent de faire disqualifier leur adversaire. Kalambay, lui, c'est pas du tout ce folklore-là. Kalambay, c'est un magnifique boxeur, un pur styliste. Un type très rapide, qui se déplace, qui construit ses victoires autour du jab, et qui est assez littéralement insaisissable. C'est un boxeur de toute beauté à voir évoluer sur un ring. On va se le dire vraiment, et ses combats contre McCallum, c'est des grands moments d'intelligence et de skill. Là, on n'est pas, ça sent pas la poudre, ça sent pas la bête, ça sent pas le hockey choral. On sait qu'on n'aura pas un gros KO spectaculaire très vite. C'est deux intelligences face à face, et c'est passionnant de ce point de vue-là. Et effectivement, tu l'as dit, McCallum tombe un peu sur un os.
dans cette première confrontation, il est pas chez lui, il est à Pesaro, sur les terres de Calambay. Et en effet, ce mec qui a quand même gagné avant la limite toutes ses défenses de titre à 154 livres, donc qui est un peu un épouvantail, même s'il n'arrive pas à devenir une mégastar aux États-Unis. C'est un type qui arrive avec des références hyper solides, mais là, ça devient un peu compliqué. Calambay, dernière précision, il a gagné quand même un titre européen contre l'anglais Errol Graham, dont on reparlera, et il a battu, pour acquérir sa ceinture en middleweight, il a battu Iran Barclay. Iran Barclay est pas un all-time great, mais il faut le battre. Il faut le battre. Voilà. On en a beaucoup parlé. Tout à fait. Aaron Barclay, suivez nos discussions Hall of Fame avec Antoine. C'est un personnage qu'on a parlé, notamment avec Thomas Lance. C'est quelque chose. C'est bien que tu en parles de ce Calambay parce que malheureusement, l'histoire retiendra de lui à son détriment ce chaos avec Michael Nunn. Et un peu après. Qui arrive un peu après, mais on oublie un peu sa carrière. Mais on en reparlera de ce Calambay. Donc, quelque part, grosse surprise, mais en même temps, vous comprenez, on est un Road Warrior, on va toujours on prend toujours le risque de rentrer dans la gueule du loup, tu vois. Et ce qui se passe un petit peu, parce que n'oubliez pas, c'est une décision. Je pense que ça se passait pas en Italie, ça aurait pu être une décision partagée et voir si Mike McCallum avait une prise territoriale aux États-Unis, peut-être qu'il avait. On se comprend. C'est compétitif. Moi, pour l'avoir revu, je le donne à Calambay. Voilà. Je pense qu'il a. Alors, il faut voir. Enfin, on sent McCallum perturbé. On sent que McCallum a du mal à lire ses déplacements, et on voit Calambay. Regardez Calambay travailler du jab. Il le double souvent. C'est un modèle. Chez les poids moyens, vous verrez rarement un plus beau jab que celui de Songu Calambay. C'est vrai. T'as raison. Et donc, comme tu le disais, on est chez les moyens, il y a ce passage, voilà, chez les moyens. Et donc, il y a non pas une réinvention, mais là, il s'engage avec cette défaite, mais contre un mec qui... Alors, je sais pas si Songu Calambay, il est chez Hall of Fame, mais il pourrait prétendre s'il n'y est pas. À vérifier, j'ai pas vérifié, mais il pourrait y prétendre, hein, franchement. Il me semble pas, mais en effet... there are levels to this game, c'est un truc que tu dis souvent, Captain. Lui, il avait le niveau, quoi. Très, très, très bon boxeur. Et donc, il faut, on est à l'ancienne, hein. C'est pas les nouvelles générations, on fait un combat, on a son méga fight à la suite. Là, il faut refaire des combats pour reprouver qu'on peut avoir une chance. Donc, ça travaille le terrain, ça travaille et tout. Il refait un combat aux États-Unis, New York, pour se refaire. Et pour se refaire, il va faire 2 combats de suite, encore en France. Encore en France. Donc là, ça va faire 4 fois qu'on le voit en France. L'année 88 est bien pour ça, parce qu'on le voit à Vincennes, et on le voit à Nogent-sur-Marne. Et je vais mettre une petite affiche. Voilà. Ça, c'était l'affiche d'une vidéo que j'ai fait il y a des années de ça, où je vous faisais un petit peu mon top, ma liste des légendes. Je parle des légendes avec un grand L de la boxe qui sont venues boxer en France, dont le public français a eu l'occasion de voir. Et Mike McCallum, vous comprenez pourquoi c'est lui qui a le plus grand portrait sur cette affiche, parce que il y a tellement de combats de Mike qui sont passés en France. Ah oui, c'était pas que des championnats du monde, évidemment, mais c'est quand même des occasions de voir un Hall of Famer comme ça. Donc, tiens, je remettrai peut-être cette vidéo dans la description d'aujourd'hui, de cette vidéo d'aujourd'hui, mais ça vous explique comme ça une histoire française de la carrière de Mike McCallum. Donc il se refait, et on repart donc en 1989. Voilà. On est toujours chez les moyens, et McCallum va avoir une nouvelle chance mondiale en 89, et il va aller en Angleterre, Road Warrior comme on vous explique, et bien sûr qu'il a beaucoup boxé en France, mais il faut que vous compreniez aussi qu'il va beaucoup boxer en Angleterre. Pourquoi ? Parce qu'il y a une certaine logique. Pourquoi Mike McCallum est de la Jamaïque ? La Jamaïque fait partie du Commonwealth. Commonwealth, cette organisation basée sur l'ancien empire anglais, qui a perduré en termes économiques et puis en termes aussi d'histoire de flux, d'immigration, etc. Donc, c'était très logique finalement que Mike McCallum, en tant que Jamaïcain, aille boxer en Angleterre, et plus d'une fois. Et d'ailleurs,
il a fini par avoir son public aussi en Angleterre. Voilà. Et donc arrive cette première chance mondiale contre Errol Graham. Alors Errol Graham, un jour il faudra qu'on en parle aussi, Antoine. Il y a quelques années, tu sais que je filme toujours chez les antiquaires, tu me connais, Antoine, et j'étais tombé sur un livre. Et malheureusement, j'avais pas ma voiture et tout, j'avais pas de sac et tout. Un livre énorme, comme ça. Ça s'appelait les 4 fantastiques, Fabulous Four, The English Fabulous Four. Tu sais, avec qui retraçait Nigel Benn, qui retraçait Chris Eubank, Steve Collins et Michael Watson. Voilà. Mais Errol Graham, il faisait partie de cette génération, et on pourrait dire qu'il a un peu la place de Benitez, que Benitez a vis-à-vis du Fabulous Four. Tu vois, en Angleterre, il a un peu cette place-là. Mais Errol Graham, c'était un bon boxeur d'une part, un très très bon boxeur par rapport aux 4 fantastiques anglais. Malheureusement, lui aussi connu pour un KO retentissant qu'il a reçu de la part de Julian Jackson. Il est connu pour ça de la part des fans, mais c'était un bon boxeur. Et donc McCallum, il va contre Errol Graham dans un combat, alors là compliqué, un combat extrêmement serré. Extrêmement serré. Absolument. Jusqu'à la fin. Mais la décision va pour Mike McCallum. Ce combat, comment toi tu l'envisages? Moi je trouve que c'est ce genre de combat où je peux le regarder plusieurs fois. J'ai beaucoup de mal à me déterminer sur un vainqueur. Alors déjà, Errol Graham, c'est un boxeur hyper atypique sur le ring. C'est un gaucher, ça compte. Donc c'est un boxeur qui embrouille assez facilement son adversaire. C'est un type qui boxe très souvent les mains basses. C'est très déstabilisant. Donc il travaille évidemment sur la distance et sur le fait d'accompagner les coups. C'est ça sa défense. C'est toujours un peu risqué contre un mec comme McCallum, mais là ça marche plutôt. Et effectivement, McCallum n'est pas dans un très grand soir. Ça compte aussi. Il joue en terrain adverse, bien sûr. On est au Royal Albert Hall à Londres, donc on est devant un public assez prestigieux, anglais, qui est acquis à l'adversaire. Et en effet, Graham l'embrouille, quoi. Graham l'embrouille. Alors, ce qui vaut à McCallum de survivre, ou en tout cas de sortir vainqueur du combat à 2 juges contre 1, parce que c'est une split decision, si je dis pas de bêtises, ça, c'est assez juste, et c'est assez logique que ce soit une split decision. C'est justement que lui il va toujours s'en tenir à une boxe propre, limpide, peut-être plus facile à lire que celle d'Errol Graham. Il va rester discipliné, actif, sans doute à faire aussi un peu moins de provoque, un peu moins de mariole que Graham, qui était un type un peu chambreur sur un ring, on va dire ça comme ça. Ouais. Bon, ça n'aurait pas été un scandale que Graham ait la décision. C'est pas un scandale non plus que McCallum ait gagné. Et puis effectivement, t'as quand même, on l'a dit, et ça va se revoir plus tard dans sa carrière. Il va quand même triompher en terrain hostile, alors que c'est un boxeur qui a un plus grand pédigré que celui de Graham. Graham, à l'époque, en fait, c'est un des derniers rois sans couronne de la boxe. Graham, c'est un type qui va échouer au niveau suprême, alors qu'il avait le talent pour le faire et qu'avec 4 titres mondiaux d'égale valeur, il aurait sûrement trouvé un trou de souris pour passer. À l'époque, il a une seule défaite en carrière contre Sungu Kalambai, justement, donc une défaite par décision. Mais c'est un boxeur intéressant à voir boxer parce qu'atypique, rapide, assez technique. Il n'y a pas 2 boxeurs qui boxent comme Errol Graham. Il pouvait boxer avec un masque, vous pouviez le reconnaître, il n'y avait pas de souci. C'est pas le combat le plus spectaculaire de la carrière de McCallum. Il est intéressant si jamais vous voulez vraiment en apprendre sur la boxe de cette époque et sur ces champions-là. Ouais, tout à fait. Et là, Alors, il se passe aussi un truc quand même, c'est que McCallum va à terre dans ce combat. C'est la première fois de sa carrière. L'arbitre le compte, mais aucun des 3 juges ne le prendra en compte sur sa carte. C'est-à-dire qu'en gros, les 3 juges ont vu que c'était une glissade, mais pas l'arbitre. Alors ça a dû lui faire tout drôle d'ailleurs à McCallum de se faire compter parce que c'était vraiment pas une habitude chez lui. Mais voilà, donc c'est image rarissime. On voit Mike McCallum déséquilibré et au sol. Ça n'est pas arrivé très souvent. Tout à fait, ouais, parce que c'était un dur. C'était un dur. Et on reparlera d'un autre voyage au sol parce que ils sont pas nombreux chez Mike McCallum. Ils sont vraiment pas nombreux. On va en reparler et puis peut-être que ça s'est passé en France. Voilà. Donc je vous ai trouvé la fiche contre Errol Graham
Et là, on va passer en 90. Hein. Déjà, on va passer en 90. Il a 32 ans en 90. Oui, n'oublions pas. N'oublions Voilà, pas. c'est déjà plus un jeune. Voilà, il a 32 ans en 90. Mais n'oubliez pas une chose aussi, c'est qu'il y a, alors c'est de l'ordre de la rumeur, ça peut être aussi de l'ordre de la médisance, peut-être de la médisance de la part du Grand Jim et d'Emmanuel Stewart d'ailleurs, qui aurait peut-être lancé un peu la rumeur. C'est qu'il y a une rumeur sur Mike McCallum qui dit qu'en fait il est plus vieux que son âge, que en fait en Jamaïque l'acte de naissance aurait été aurait pas été clair et qu'il aurait peut-être 5 ans de plus que ce qu'on dit. C'était la rumeur de l'époque. Hein. C'était vraiment la rumeur de l'époque. Alors, absolument. Voilà. N'oubliez pas ça aussi. Ça vous dit que si cette rumeur était vraie, c'est encore plus dingue ce qu'il a fait. Parce que là, il y a des écarts d'âge qui commencent à être assez importants. Et donc, je vous parlais de ce Fabulous Four anglais qui a tellement fait chavirer les foules anglaises. Hein. Enfin, les Anglais branchent sur leur Fabulous Four, t'en as pour toute la nuit. Et donc, on va aller retourner à Boston. Tu te dis, bon, on retourne aux États-Unis. Mais non, il n'est toujours pas en terrain conquis. Oui. Parce qu'on est à Boston, et contre qui? Contre un Irlandais, qu'on connaîtra mieux par la suite, et j'ai la photo, et je crois que c'est la première chance mondiale de Steve Collins. Il est invaincu, Steve Collins, à l'époque, ouais, c'est sa première chance mondiale. Effectivement, McCallum a gagné le titre WBA qui était vacant. Ça explique que Errol Graham, il l'a pas vraiment pris à Errol Graham. Graham n'a jamais eu de ceinture mondiale. Tout à fait. Et c'était un championnat du monde contre lui parce que c'était titre vacant en jeu. Et comme tu le dis, c'est la première des nombreuses chances mondiales du Celtic Warrior, Steve Collins. Exactement. Et avec qui dans son coin? Parce que pourquoi il est à Boston à cet moment de Steve Collins avant de retourner en Irlande? Vas-y Antoine. Moi je sais pas moi. C'est les frères Petro. Ah mince, les frères. Ah c'est Goody et Pat Petronelli. Tu vois, je l'ignorais. Ouais. C'est ceux qui s'occupaient d'Hagler. Après Hagler, ils ont eu tout misé sur Steve Collins. Steve Collins est allé, il a pris la succession d'Hagler avec les frères Petronelli. C'est eux qui sont dans son coin. Voilà, et c'est leur championnat à Boston. Et combat encore une fois serré parce que Steve Collins, moi c'est un boxeur. J'ai du mal avec lui, mais faut reconnaître qu'il a du cœur. Il a du cœur dans ce combat. C'est un combat accroché, mais je pense quand même, malgré tout, que McCallum est devant tout le combat, même si c'est très très accroché. Donc une défaite frustrante pour Collins et une défense de titre où on met un point d'interrogation les observateurs sur Mike McCallum. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, ce qui est marrant, c'est que Collins c'était vraiment porte bien son surnom. C'est un guerrier, c'est un bagarreur, c'est un type avec un menton très solide. Et paradoxalement, il commence le combat de façon assez attentiste par rapport à McCallum. Il feinte beaucoup, il se jette pas, il essaie de le prendre en boxeur. Ce qui est très surprenant quand on a une petite idée de ce qu'aurait été sa carrière, en particulier les combats qui ont suivi. Et effectivement, donc il essaye en fait de dérégler un peu McCallum, il essaie de lui proposer des choses auxquelles McCallum s'attend pas. Et en effet, alors, ça finit par être plutôt une guerre de tranchées, malgré tout. Quand on avance vers les Championship Rounds, ça finit par être une guerre. Mais, en effet, ce qui se passe tout simplement, c'est que Collins, en fait, se révèle au fur et à mesure du combat et c'est un type techniquement assez capable et surtout, il n'a pas peur d'en prendre une pour en mettre une. Et donc, effectivement, ça devient, il y a un certain nombre de rounds très serrés. Je pense, comme tu le dis, oui, McCallum, quand tu fais le total, McCallum mérite le pointage, mais c'est pas une décision très large, c'est un combat dur. Et c'est un combat qui prendra c'est un succès qui prendra de la valeur parce que Collins sera appelé ensuite à avoir une belle carrière au niveau mondial et il va battre des gars de haut niveau. Donc c'est voilà, un succès de plus de valeur pour McCallum, même si c'est la première sortie mondiale de son adversaire. Tout à fait. Un succès qui sera revu à la hausse quand Collins se sera totalement accompli. On reviendra en dire ça c'est McCallum, c'était quand même une sacrée victoire qu'il fallait aller chercher. Voilà. Tout à fait. Puis à Boston, donc devant un public d'Irish Americans qui sont complètement. On boxe aux États-Unis. McCallum vit aux États-Unis et il boxe en terrain adverse contre un Irlandais. Voilà. Tout à fait. C'est l'histoire de sa vie. L'histoire de sa vie, tout à fait. L'histoire des Road Warriors, elle est souvent tout à fait, effectivement. Et je vous parlais donc de ce Fab Four from UK.
parce que là, on est dans la même année, mais il va retourner en Angleterre pour aller prendre un des 4 dans un combat où là, on retrouve le grand Mike McCallum dans une ambiance de feu. Et là, il y a une ambiance de feu parce que on l'oublie, mais Michael Watson était aimé du public anglais. Aimé du public anglais. Alors Michael Watson, encore une fois, malheureusement, il restera dans l'histoire, il est connu des fans, parce que à la suite de sa revanche contre Chris Eubank, il va tomber dans le coma et il sera handicapé à vie à cause de ce combat. Ça a été la première tragédie dans les années 90 de la boxe anglaise. Il y en aura une deuxième, on en parlera, qui va vraiment, comment dire, créer le débat en Angleterre, un lourd débat sur la boxe. Michael Watson, mais il était aimé du public. C'est un chouchou du public. Il a sa chance mondiale contre Mike McCallum. Oui, c'est de nouveau au Royal Albert Hall. Ouais. Voilà, encore plus chaud que contre Errol Graham, je trouve. Et là, c'est le Mike. Faut que vous compreniez, hein. Mike McCallum, c'est un Jamaïcain. Quand tu vas en Angleterre, même si tu combats un frère, t'as ce truc du colonisé, tu vois, qui vient un peu remettre les pendules à l'heure chez le colon. Et c'est un gros combat. Watson, c'est un physique. Watson, c'est un athlète. Voilà. Mais sauf qu'un combat, c'est 12 rounds, et que tu as un stratège en face de toi qui construit sa victoire. Et alors, au début, Watson fait une très belle impression physique, mais sauf que les rounds avancent, et que ça marque d'autant plus. Et c'est le body snatcher. Chaque coup compte avec McCallum. Et les derniers rounds, parce que les derniers rounds me font mal à voir pour Watson, et il y a ce dernier round qui est une punition, avec un KO qui fait très très peur. Très très peur déjà à ce moment-là. Un KO très très peur, il est allongé, tu peux avoir très très peur de ça, mais au-delà de ça, là on retrouve une grosse démonstration à mes yeux de Mike McCallum. Qu'est-ce que t'en penses, Antoine? Alors, quand tu vas regarder les interviews de fin de carrière de McCallum, lui te dit Michael Watson, c'est l'adversaire le plus fort physiquement que j'ai affronté, et c'était un combat extrêmement dur. Et effectivement, c'est un combat dans lequel Watson met la pression, il avance. Alors c'est une boxe un peu mécanique, Watson, un peu stéréotypée, mais c'est quand même un gars qui a battu peu de temps avant par KO Nigel Benn. Il faut quand même le faire. Ne l'oublions pas. Et c'est un taureau physiquement. Il en fera voir d'ailleurs des vertes et des pas mûres à Eubank. Tu l'as dit dans les mois qui suivront. Donc c'est la différence entre un boxeur très doué physiquement mais un peu frustre et McCallum qui effectivement round après round va l'user. Et en effet, à la fin du combat, Watson, qui était un bel athlète doublé d'un beau gosse, est complètement défiguré. On va pas, il a 2 cocards et il finit par aller à terre, à la fois parce que évidemment son adversaire l'aide un peu, mais aussi d'épuisement pur et dur, parce qu'il a mangé pendant 11 rounds et que l'effort physique était intense et donc c'est une fin de combat impressionnante. Et là encore, de venir gagner contre ce mec très motivé, porté par son public, c'est dans ce contexte-là, c'est une belle victoire. Alors effectivement, c'est pas le mec aurait été américain, il aurait eu des fans là-bas, etc. Il aurait tout le temps combattu à Vegas ou peu importe. Mais cette victoire-là a une saveur très particulière pour l'ambiance, pour le cachet que ça peut avoir. C'est vraiment. Enfin, je vous recommande ce combat-là, les pirates. Ouais, tout à fait. Donc voilà un peu le triptyque, si on peut dire, par rapport au Fabulous fort anglais que McCallum va accumuler dans cette année 90. Voilà, donc champion du monde WBA middleweight, donc ça veut dire déjà deux divisions. Voilà. Et rien, tu peux t'arrêter là, il est déjà en discussion pour Hall of Famer. Déjà. Bien sûr. Déjà. Mais ce qui est bien, c'est que ça va continuer. Donc, il prend en âge, 33 ans, l'âge du Christ. Donc, l'année 91, et quelle année? Et c'est une année où, alors, il y a un premier combat en février,
ou il gagne par KO, mais l'important c'est le deuxième combat de 91. Parce que pour les gens de notre génération, Mike McCallum, on l'a vu sur TF1. Ouais. Hein, avec Monsieur Jean-Philippe Lustig et Thierry Roland au Thierry micro. Roland. Alors, on n'est pas en France même, on est dans la principauté de Monaco. Et pour pas un petit combat, hein, parce qu'il fait une défense de ce titre, mais il est fait contre qui, mon cher Antoine? C'est une revanche. Ouais. C'est une revanche qu'il a mis 3 ans à obtenir contre son seul vainqueur à l'époque, Patrizio Calambay. Voilà. Alors qui vient de pas loin, effectivement, hein, qui vient d'Italie. C'est un combat plutôt mieux réalisé, déjà les images. Si vous voulez voir un McCallum Calambay, regardez plutôt celui-là, parce que les images sont meilleures. Il y a en plus un cachet, parce que vous entendez la voix de Thierry Roland, c'est à mourir de rire. Il est un peu aux fraises sur le commentaire. On sent que Lustig est un peu gêné par moment. Lustig qui est jeune, et ça fait bizarre aussi aujourd'hui de revoir un Jean-Philippe Lustig jeune avec les cheveux couleur corbeau, avec, enfin bon. 91. 91, voilà. On est en avril 91. C'est encore un gros duel d'intelligence avec un McCallum qui a un peu mieux compris le timing de Calambay. On l'a lui fait un peu moins sur voilà les déplacements assez imprévisibles, le jab doublé, etc., etc. Il comprend mieux son adversaire. C'est pas une victoire écrasante, hein, pas du tout, parce que Calambay vend chèrement sa peau. Il est brillant. Lui-même est plus un poulet de l'année. Hein. Il a 34 ans, Calambay à l'époque. Donc on a affaire à deux vétérans qui sont au sommet de leur art. C'est un duel de vieux briscards, quoi. C'est déjà un duel de vieux briscards. C'est un duel de vieux briscards. C'est fou. Et ça, alors, ça sent pas la poudre. Il y a de rares moments où tu sens que ce combat, il va au point. Tu le sens arriver au point. Voilà. Est-ce que mon cher Antoine est toujours avec nous? Oh, tu vas être de retour certainement. C'est peut-être la connexion du capitaine qui a... Et il est de retour. Voilà. Excuse-moi. Ouais. C'est un combat indécis jusqu'au bout. Je pense que tu peux le donner assez, comme tu donnes le premier à Calambay, celui-là c'est McCallum qui le mérite, mais vraiment pas de beaucoup. C'est d'autant plus remarquable que Calambay, que tu sens un peu faiblir vers le 9e, 10e round, a une espèce d'embellie, mais beaucoup d'orgueil à la fin du combat, et donc remet les gaz, et la fin du combat est très disputée. Vraiment, c'est un duel de gentlemen en quelque sorte. Enfin, c'est de la boxe au sens sweet science, au sens noble art du terme. C'est pas les combats, voilà, c'est pas le combat contre Julian Jackson, hein, pas du tout. Ça a un charme très différent. Moi, j'aime beaucoup ce combat-là. Je suis d'accord avec toi. Et c'est vraiment un duel de maîtres pugilistes, comme t'as des maîtres d'armes en escrime. C'est un duel de maîtres pugilistes, en fait, entre deux. Et dans cette même philosophie de combat, finalement, ce duel va être éclipsé par ce qui vient juste après. Juste après, en fait, va éclipser ce duel, parce que on va tomber sur encore un autre duel, un autre meilleur niveau, selon moi, de pugilisme, vraiment de science pugilistique. Encore différent, ouais. Encore différent, et pour moi, c'est un chef-d'œuvre de boxe. Hein. C'est un chef-d'œuvre de boxe en tant que street science. Les images sont émouvantes aussi parce qu'on voit très bien Eddie Futch dans le coin de McCallum. Il a déjà 80 ans, hein, c'est déjà un vieux monsieur. Et on voit bien Eddie Futch, Jean-Philippe Lustig qui fait référence d'ailleurs dans le combat. Ça rajoute au charme de ce combat-là. Alors après, on est à Monaco, donc la salle est pas pleine. Bon, voilà. Ouais, voilà. Donc de Monaco, on va aller à Atlantic City. Parce que, et là, pour un énorme, comme je vous dis, un énorme chapitre de boxe. Pour moi, là, on s'en va, messieurs, dames. Bon, vous avez compris. Comme l'a dit Antoine, on est déjà de l'ordre du vétéran. Du vétéran, mais Hall of Famer garanti, tu vois. Et on est en 91, 33 ans, il enchaîne avec ça. Alors ça, c'est une tuerie. Ça, Mike McCallum contre James Toney, en décembre. Voilà, il fait plusieurs combats d'ailleurs entre Monaco et celui-là, mais rien de mieux pour conclure l'année. Dans un duel, quelque part, alors ce combat sera un draw, si je ne m'abuse, mais quelque part on s'en fout. Oui. Quelque part, moi en tant que fan, je m'en fous, parce que c'est la suite science qui t'est expliqué. T'as 12 rounds de cours universitaires sur ça. Un James Toney qui est au top,
Mike McCallum qui est toujours au top, alors que James Toney c'est un jeune loup, McCallum Ouais. est un vétéran. Grand combat pugilistique à connaître. Et il fallait que ça soit un grand Mike McCallum ce soir-là. Qu'est-ce que tu en penses, Antoine? Ouais. C'est un combat génial. Exercez-vous à pointer, à scorer. Regardez le combat McCallum-Toney 1, round par round, et forcez-vous à dire ce round-là, c'est un tel qui l'a gagné. C'est extrêmement dur. C'est vraiment des qualités et des défauts différents chez les deux combattants. Alors, tu l'as dit, hein, on est vraiment le vieux lion contre le jeune, le jeune qui en veut, parce que McCallum est né, je crois, en 56, tandis que Toney est de 68. Donc ça commence à peser malgré tout. Il y a une douzaine d'années d'écart entre les deux. C'est vraiment pas rien. Toney, on l'a vu apparaître à l'issue d'un succès très inattendu contre Michael Nunn, qu'on plaçait très haut, dont on disait que ça allait être un immense champion des middleweight, qui au final aurait été un bon boxeur, mais qui aurait été le révélateur de James Toney. Et Toney, donc, c'est un peu le contraire de McCallum, c'est-à-dire que c'est bon en termes d'éthique de travail, en termes de il aimait bien les chips, il aimait bien la bamboche, mais c'est un QI box, c'est une espèce de génie stratosphérique. Enfin, c'est un type qui avait le neurone qu'il fallait. Et donc, alors, Toney dans son style de counter-puncher, avec Bill très Miller, peu mobile. Ouais, tout à fait. Excuse-moi, avec Bill Miller dans son coin. Mais insaisissable, mouvement de tête, mouvement du buste, le sens du timing pour contrer en permanence. Tout le temps. Déjà très puissant physiquement. Il a déjà à cette époque-là l'avantage de puissance sur McCallum. C'est lui le plus fort, en quelque sorte. Et McCallum le prend en boxeur. Il tourne, il jab, il essaye de construire la victoire round après round. Objectivement, moi j'ai essayé de scorer ce combat, j'ai regardé comment les gens le scoraient, je suis allé voir sur internet, etc. Il n'y a pas deux personnes qui voient la même chose dans ce combat-là. C'est extraordinaire de ce point de vue. Une chose est vraie, et ça pour le coup c'est à mettre au crédit de James Toney. Le dernier round, il met en difficulté McCallum comme personne ne lui infligera un traitement pareil sur un ring. C'est que McCallum survive au 12e round est un truc hallucinant. C'est vraiment il y a un des juges quand tu vas voir les pointages qui mettra 18 alors que McCallum ne va pas au sol. Mais c'est dire à quel point McCallum est dominé et prend des coups. Je comprends toujours pas comment il a survécu. Voilà, pour être tout à fait sincère. Et sinon c'est alors pour l'anecdote, je crois qu'en pointant ce combat, je crois que j'ai dû mettre une fois 7-5 et une fois 6-6. Une fois 7-5 McCallum et une fois 6-6. Tu vois. Mais vraiment, il y a aucune vérité. La vérité, c'est que ça a donné un match nul, mais il y a aucune vérité absolue sur ce combat-là. Très sincèrement, tu vois Toney, tu vois McCallum, tu vois nul, t'as raison. Voilà. Et l'intérêt, l'intérêt primairement sportif, victoire ou défaite, quelque part n'est même plus important, comme je vous dis, parce que si vous êtes des étudiants du game, c'est un cours magistral. J'ai difficilement en tête plus grand cours magistral que ce combat, avec un Toney qui pour moi aussi, comme on dit, fait goûter sa médecine à McCallum, parce que Toney a un côté McCallum. Il peut rester en face de toi, mais il peut aussi très bien désaxer ce que adore faire McCallum, et donc McCallum peut pas faire ça. Et donc il est plus boxeur, donc il est plus, tu sais, ça tourne plus, et aussi ce que n'a pas réussi à faire Julian Jackson, c'est-à-dire faire le point. La droite de Toney, elle y arrive parfois. Il y a des droites en ligne qui arrivent aussi, c'est incroyable. Enfin bref, c'est un combat magistral, et il est perçu comme tel dès qu'il est fait. Il est perçu comme tel, voilà, et c'est un grand duel. J'en avais parlé quand j'avais fait la discussion Love Fame James Toney avec Box Attitude et Vincent. Évidemment, on avait parlé du côté de James Toney, mais c'est un grand duel qui amène, et de façon très logique, en 92, donc un an de plus pour McCallum, c'est ça qui est merveilleux, qui amène en 92 la revanche, hop, avec une belle affiche aussi, voilà. Once is not enough, the rematch, Toney McCallum,
une revanche, un autre combat, peut-être une autre dimension aussi. Qu'est-ce que tu pourrais nous en dire, Antoine? Alors, Toney, en fait, a compris, parce que Toney est encore en pleine progression malgré tout. C'est déjà un boxeur extrêmement intelligent, mais c'est un boxeur qui a beaucoup appris. Il le dira d'ailleurs quand vous regardez les interviews, là encore, de bilan d'un James Toney, il va dire, mais j'ai jamais appris autant qu'en boxant Mike McCallum. Voilà. Et donc, vu qu'il a compris qu'il avait réussi à mettre McCallum en difficulté et que quelque part, ce qui lui aura coûté le premier combat, c'est peut-être un peu d'attentisme, c'est peut-être qu'il en aura pas mis assez dans le premier, qu'il aura laissé McCallum remporter des rounds sur le volume de coups, sur l'activité. Il ajoute dans ce deuxième combat l'agressivité qu'il n'avait pas forcément mise dès le début de combat la première fois. Et donc en effet, il s'impose dans ce deuxième combat assez logiquement, mais là encore, qu'est-ce que c'est disputé? Qu'est-ce que c'est disputé? Alors, McCallum commence à faire son âge, ça se voit dans ses traits. Ce qui est marrant, non seulement lui fait son âge, mais c'est Joe Cortez qui arbitre le combat. Et Joe Cortez, on l'a aussi dû vieillir avec McCallum, parce que c'est lui qui arbitre, je crois, le combat contre Ayoub Kaloulé. Donc à l'époque, il a stache, il a les cheveux noirs, il a encore un peu de cheveux en haut, etc., etc. Et là, c'est le Joe Cortez qu'on connaît quand on voit la revanche entre Toney et McCallum. Donc les deux ont vieilli, quoi. Et c'est le jeune lion qui a le dessus. Mais d'une part, le combat est très intense jusqu'au bout, et d'autre part, pour le coup, même si Toney domine plutôt ce combat-là, il met pas en difficulté McCallum comme à la toute fin du premier. C'est-à-dire que McCallum reste solide, reste game jusqu'au bout. Il prend pas de bouillon. C'est excellent. Ouais. Enfin, voilà. De toute façon, si vous regardez le premier combat, vous voudrez voir le deuxième. Je ne fais pas de soucis. Voilà. Grand duel de boxe. Grand duel de boxe dans l'histoire, qui restera dans l'histoire. Toney McCallum, c'est à connaître, c'est un grand duel de pugilisme. Je force le trait là-dessus, mais vraiment, mes pirates, voilà. Et donc, comme tu le dis, il fait son âge. Là, effectivement, c'est une défaite et tout. C'est une défaite un petit peu qu'il prend en compte et qui, à partir de là, va changer la donne d'un McCallum qui est un homme très conscient et qui va faire que McCallum va prendre un autre chemin dans sa carrière. Il va prendre un chemin de vétéran, mais attention, il y a vétéran et vétéran. Je veux dire, la carrière en tant que tel vétéran de McCallum, crois-moi, que ça vaut les plus hauts succès de beaucoup de boxeurs d'un niveau plus bas, clairement, parce que donc il se réinvente, il va prendre du poids. Je vais mettre un portrait qui un peu le représente à cette période de sa vie, donc on va dire à partir entre 92 et 95. Hop, on va enlever la belle affiche de James Toney. Voilà, là c'est un peu ce Mike McCallum de cette période-là. Tu vois, et donc il se réinvente. Le combat qui suit James Toney, tu sais où il se passe, mon cher Antoine? Alors, je sais qu'il a boxé dans ces eaux-là, il a boxé à Amiens. Voilà, c'est ça. Tu crois pas. Il revient boxer à Amiens contre un Ramzi Hassan. Alors, je sais pas si Ramzi Hassan est français ou pas. Je sais pas s'il nous écoute, mais alors ça, c'est une histoire. Parce qu'il a quand même eu une décision. Il est allé à la décision, Ramzi Hassan, contre Mike McCallum à Amiens, tu vois. On est en 93. Donc ça, c'est quand même, voilà. Encore une fois, il est de retour en France, tu vois. Et donc, il sera. J'ai pas l'explication. Il passe directement en light heavyweight. Ouais. Il passe directement à 175 livres. Il aura zappé les super moyens. J'ai pas l'explication pour le coup. Pourquoi il s'est pas arrêté dans cette caté? Peut-être parce qu'il avait pas envie de se faire chier sur les chips, les sodas, etc., etc. Ouais, et que, il voulait plus de faire de cutweight. Je pense qu'il voulait plus faire de cutweight à la semaine du combat. Je pense qu'il y avait plus un corps pour faire des cutweight en semaine de combat. Tu vois, je le pense sincèrement. Voilà. Mais et ça se voit, le mec, il a pris son poids plutôt sur les hanches et sur le bide, mais il reste vachement sharp dans sa gestuelle. Voilà. Donc vous comprenez bien que quelque part, logiquement, Mike McCallum n'a rien à faire chez les lourds légers. Les mi-lourds, j'ai fait... Oh là là. Oh, l'erreur de casu du capitaine. L'erreur de casu du capitaine. Oh putain. Tu vois, il a rien à faire chez les light heavyweight. Il a rien à faire. Sauf qu'il peut quand même y rester
Parce que c'est le professeur, parce que c'est Mike McCallum, et que sa boxe, c'est pas que ça va lui sortir du pétrin, mais c'est qu'elle va foutre dans le pétrin la compétition. C'est ça qui est dingue. Alors oui, bien sûr, il se refait. Il se refait en France, il se refait en Angleterre, il se refait aussi à Las Vegas. Et puis, il a une opportunité. Alors, Bismarck, North Dakota, j'adore le North Dakota. Je suis à la frontière du North Dakota. J'adore les paysages. En bref, je suis amoureux du North Dakota. Et il y a une histoire de boxe au North Dakota parce qu'il y a quand même pas mal de boxeurs qui sont venus. Et il rencontre un boxeur light heavyweight. Alors, il ne rencontre pas dans les meilleures conditions. Jeff Harding n'était pas dans les meilleures conditions. Il n'avait pas boxé depuis longtemps. Mais Jeff Harding, c'est le tombeur de Christophe Thiozo. Et il a une trilogie que peu connaissent ou beaucoup trop ont oublié contre Andrés, un Anglais encore. Et donc, c'était pas n'importe quoi Jeff Harding. Et puis, à la boxe, Mike McCallum va le boxer pendant 12 rounds et va prendre le titre WBC Light Heavyweight. C'est incroyable. On est en 94, et tout à fait, on est en 94, on est en juillet 94, 37 piges, si je ne m'abuse, 37 piges, il a rien à faire chez les light heavyweight, il prend un titre. C'est génial quand même, c'est génial. Sans problème, c'est beau. Alors, si je dis pas de bêtises, il boxe à Bismarck, North Dakota, parce que c'est de là que vient Virgil Hill, qui est à la même affiche ce soir-là. Voilà. C'est pour un autre championnat du monde, une autre version du titre Light Heavyweight. Voilà. Et normalement, McCallum Virgil Hill, c'était prévu. Ça aurait été intéressant, là encore, en duel de boxeurs intelligents et très, très éduqués, très raffinés sur un ring. Alors, ce combat contre Harding, il est assez passionnant parce que Harding, en gros, c'est une espèce de super boxeur de pub australien, quoi. Ouais. C'est-à-dire que c'est un type qui a une endurance physique, qui connaît pas la marche arrière, qui met 2 rounds à se chauffer, en gros, et qui avance, qui boxe en ligne. C'est jamais raffiné, mais comme l'a découvert Christophe Thiozo quelques mois ou années auparavant, c'est très efficace parce que c'est un train presque impossible à faire dérailler, en fait. Ouais. Et donc, il commence, comme tu l'as dit, il n'a pas boxé depuis longtemps. Donc, les 2 premiers rounds, McCallum brille. Il lui fait à peu près tout. On voit ce vieux monsieur qui va puiser partout, qui va puiser dans tous les recoins de son sac, de son sac à malice, et qui lui fait à peu près tout. Sauf que le combat, il est prévu en 12 rounds, parce que c'est un championnat du monde, et qu'on ne sait pas du tout si McCallum a les cannes pour faire 12 rounds. Surtout contre un monstre physique comme Harding, qui va avancer, qui va balancer ses grands coups de latte bien en ligne jusqu'au bout. Et donc la vraie question, et tu l'entends dans le commentaire, c'est est-ce qu'il va tenir 12 rounds? Et il tient les 12 rounds. Il tient l'épreuve de force contre Jeff Harding pendant 12 rounds à l'âge qu'il a, alors que ce n'est pas effectivement un 175 livres habituel. Il vient de monter dans la catégorie, il n'est pas à son aise, il n'a pas l'habitude. Et donc c'est une vraie belle démonstration de boxe sous pression. C'est la victoire de la technique sur le physique, une des nombreuses victoires de la technique sur le physique dans ce sport qu'on aime tous. Et c'est une vraie belle démonstration. C'est une des dernières grandes victoires, évidemment, de Mike McCallum, mais il fallait aller chercher un titre à 175, ayant eu, à cet âge-là, ayant eu la carrière qu'avait eu McCallum jusque-là, c'est quelque chose. Harding, à l'époque, n'a qu'une seule défaite contre Dennis Andries, tu l'as dit. C'est un boxeur pas très joli à voir boxer, il est même très moche, il porte mal son short, enfin bon, ça ressemble à rien, mais c'est quand même diablement efficace. Ouais. Et d'ailleurs, il sera suffisamment dégoûté par ce combat-là pour arrêter sa carrière dans la foulée, parce que McCallum va continuer à boxer, Harding arrête sa carrière à Bismarck, North Dakota. Ouais. Et Harding qui était, je crois, qui était marié à une Française au moment des faits et tout ça. Qui peut-être a fait une partie de sa vie en France. Faudra enquêter, mes pirates journalistes. Donc, ok, Harding arrête sa carrière, il est boxé en North Dakota. McCallum, n'oubliez pas que là, rien qu'avec ça, lui peut s'arrêter. Il sera Hall of Famer. Ouais. Mais non, ça va continuer, et ça va continuer en Road Warriors. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. C'est qu'il n'aura jamais le privilège du titre.
Il aura jamais le Ah, privilège du statut de champion qui peut avoir des combats pour lui. Jamais. Et donc, là, il a fait une autre surprise. Alors, est-ce que Carl Jones était une terreur absolue? Alors là, vous en discuterez. Sauf que, en sous-carte, c'est malheureux, mais en sous-carte de Ben McClelland, euh, il y a Mike McCallum, mais qui arrête Carl Jones pour défendre une première fois son titre. On est en 95, on est en février 95, on se dit, mais il va s'arrêter où? Ok, bon, la compétition, on peut en discuter. Mais il va s'arrêter où? Alors, je vous répète, il a rien à faire chez les light heavyweight. Et, donc King, hop, Mike McCallum, j'ai mon champion, j'ai un nom en France. Cocorico, mes amis, on arrive, on retourne en France pour Mike McCallum. Voilà. Et tu sais quoi? J'ai eu la chance de rencontrer Jacob Durant. Tu connais Jacob Durant, ce ouais. fameux cutman qu'on appelle Stitches. Je l'ai rencontré une fois, on a discuté un petit peu à la pesée de André Ward. On discutait tous les deux, et donc il a compris que j'étais français et tout ça. Et le premier truc qu'il m'a parlé, c'est la France. À Lyon, quand je suis venu, et je crois que c'était la première fois qu'il venait en France à Lyon pour ce combat, il dit Lyon c'était extraordinaire. J'ai jamais aussi bien mangé qu'à Lyon. Enfin, il m'a fait le, tu sais, bon, un peu le cliché de Lyon, mais il a adoré. Hein. Il a adoré. Faut savoir, Stitch, tu parles lui de la ville de Lyon à Stitch, tu vas te faire un copain. Donc voilà, arrive et là on va mettre l'affiche. Cocorico. Hop, alors allez où cette affiche? Ah mince, j'ai pas mis l'affiche. Oh, désolé. Bon, désolé, je me suis trompé, les amis. J'avais l'affiche de contre Fabricioso. Bref, toujours est-il que là, c'est le Mike McCallum de cette époque. Contre Fabricioso, Cocorico. On est en juin 95. Ça a été un vrai événement sportif. Chioso. Et ben finalement, Antoine, Chioso qui est un Hall of Famer pour nous Français, il va sans dire. Fabrice Chioso, finalement, est-ce qu'il sortirait pas sa meilleure perf contre Mike McCallum? Moi, je pense que oui. C'est pas rien. Hein. Il faut le sortir. Tu dis, c'est un vrai bon combat. C'est un vrai bon combat. Parce que, bon, évidemment, alors il a affaire à un boxeur qui approche les 40 ans, mais qui est encore en sacrément bon état. Tout à fait. Et surtout qui a toujours ses skills. Oh, oui. Et Chioso, à la fois, il a l'intelligence d'agresser McCallum et d'aller boxer sur ses points forts. En gros, il accepte d'en prendre pour en donner. Il n'a pas une boxe attentiste. Il a cherché, en fait, McCallum. Il le met d'ailleurs à terre au deuxième round, ce qui est rarissime. McCallum met un gant à terre au deuxième round sur un enchaînement de près. Il y a des échanges très violents dans ce combat. Très violents. Ouais. Et il surprend McCallum avec un très très bon crochet gauche. Il a pendant tout le combat un crochet gauche qui marche comme un métronome et qui lui rapporte des points. Et effectivement, c'est une très très belle perf. Objectivement, alors. Parce que tu vois Antoine, ce que j'aime pas, c'est qu'on dit bon, il a pris le titre à un McCallum qui était pas un vrai mi-lourd et qui était en fin de carrière, donc un peu on dénigre. Mais sauf qu'il fallait se le coltiner quand même. On vient de le prouver malgré tout, et que si tu n'étais pas dans la meilleure forme et dans la meilleure boxe de ta vie, ça passait pas. Ça ne passait pas. C'est clair. Il y a des échanges très durs entre eux. Objectivement, c'est, alors j'ai pas revu le combat dans son intégralité, mais sur YouTube il y a un highlight du combat qui est disponible. Et en effet, ça boxait pas pour de rire, pas du tout. D'ailleurs, Chioso a d'autant plus de mérite qu'il est coupé au deuxième round. Il est coupé très tôt et un peu gêné par sa coupure à l'arcade. Et donc c'est une très belle performance. Objectivement, et le combat en vaut la peine. Ouais. Le combat en vaut la peine, je vous le dis vraiment. Fabrice, si tu nous écoutes, respect à toi, viens nous en parler, parce que moi je pense que c'est sa plus grande victoire, et méritée, et de prestige, et faut bien comprendre que Mike, faut comprendre, on a notre champion français qui monte sur le ring, mais faut que vous compreniez que les gens ont eu la chance de voir une légende aussi monter sur le ring, tu vois, et que lui aussi, s'il n'était pas sérieux, lui aussi il finissait pas le combat. Mais McCallum, il fait les 12 rounds. Et il est compétitif jusqu'à la fin.
Donc il faut vraiment peser Absolument. tout son poids, cette prise de titre, parce que c'était pas rien. Et donc, 38 ans, 38 piges contre des jeunes loups, et t'étais encore là, quoi. C'est ça qui est fort. Mais je pense que Fabrice Thiozot met le gros stop, le stop pas définitif, mais le gros stop à sa carrière. Mike ne peut ressortira, il pourra plus prétendre à ce qu'il a prétendu avant, etc. Mais il y a quand même une fin de carrière, il y a quand même 3 combats, dont 2, dont un, moi j'ai pas envie d'en parler, ça me fout les boules, mais il y a quand même, donc on est en 96, remettez-vous dans le contexte, on est en 96, et alors là, bon, je pense qu'il vend son nom, tu vois, il vient faire l'adversaire pour aussi une autre légende, donc Hall of Famer et Hall of Famer, voilà, il y a ce combat contre Roy Jones. Alors, de mémoire, je l'ai pas revu ce combat, mais de mémoire, je pense que c'est une domination de Roy Jones, mais aussi de mémoire, il va à la limite. Il est là, absolument. Il va à la limite contre Roy Jones de 96. Il finit sur les fesses à la toute fin du 10e round. C'est ça. Mais moi, j'ai l'impression, alors, je suis pas allé chercher des interviews de Roy Jones sur le sujet. J'ai presque l'impression, parce qu'il faut se rappeler à quel point Roy Jones était intouchable à ce moment-là. Roy Jones était à son sommet, il était marché sur l'eau, brillantissime. C'était Jésus. Et puis, je crois sincèrement qu'il y va pas à fond. Je crois qu'il veut pas humilier McCallum, parce que Roy Jones savait humilier les mecs. Enfin bon, on a parlé de Virgil tout à l'heure, on a parlé, enfin, objectivement, quand il voulait foutre un gars en l'air, il le faisait, il en avait les moyens. Je pense que contre Mike, ma théorie, c'est une théorie, c'est que il met pas tout. Il met assez pour gagner le combat. Et je pense que s'il avait voulu mettre McCallum KO, il l'aurait pu. Mais que par respect pour la légende et pour la performance du gars qui avait le cran de se présenter face à lui à cet âge-là, il y va gentiment. Voilà. Je préfère le dire comme ça. Parce que à 40 piges, faire ça contre Roy Jones, c'est très impressionnant. Même s'il perd le combat. De toute façon, prendre une décision, enfin, se manger une décision, aller au 12 rounds contre Roy Jones de 96, ça va. Voilà, ça montre simplement, ça montre qui tu es. Voilà. Et donc, mais ça c'est vraiment de la fin de carrière. Et en fait, il y aura après ça, il y aura un dernier combat, un troisième combat. Alors en cruiserweight, oui, là en lourd léger, contre. Et là, j'ai pas trop envie d'en parler contre Tony parce que ce qu'ils ont fait avant est tellement sublime, et je pèse mes mots, est tellement sublime que ça me fait mal au bide de regarder le troisième combat. Ça, voilà, tu vois. Donc je préfère en rester là sur. Je sais pas si toi tu veux évoquer quelque chose par rapport à ça. Non, ils ont de beaux restes, hein. Alors, ce qui est marrant, c'est que Tony a déjà un physique de vieux, parce qu'il a déjà gonflé quand même un ballon. En fait, il a déjà laissé son goût pour l'huile, le beurre, etc. et les chips. Il a vraiment, c'est déjà très moche. C'est très mal filmé, c'est allé dans un centre commercial ou je sais pas quoi. Enfin bon, bref, c'est l'image dégueulasse. Ils ont de beaux restes, c'est-à-dire qu'on sait, voilà, on sait que c'est deux types qui ont gardé leur skill et leur IQ box, mais c'est un peu une parodie, quoi. Voilà, c'est pas un combat qui veut dire grand-chose. Ouais, tout à fait. Et donc ça sera le point final de sa carrière. Ça sera le point final de sa carrière. Donc ce que j'apprécie quand même, c'est que l'après Fabrice Thiozot, il aura pas, tu sais, il y aura pas cette longue, ce qui arrive chez d'autres légendes, cette longue succession de combats crève-cœur qui viennent des. C'est pas devenu un paillasson, c'est pas devenu un paillasson, c'est pas devenu un gatekeeper, c'est pas devenu non. Voilà, donc ça. Il finit avec 5 défaites en carrière, ce qui est bon, voilà, c'est pas catastrophique. 5 défaites en carrière, donc franchement, voilà. Thiozot, il est à la limite. Il y a 2 défaites qui vont pas dire grand-chose. Dans ces 4 derniers contre combats. Roy Jones et celle contre et la dernière contre Toney, ça veut pas dire grand-chose, c'est anecdotique. Voilà, donc c'est anecdotique, donc c'est assez incroyable. Là, j'ai mis parce que si on était à l'école primaire tous les deux aux États-Unis, on aurait peut-être certainement échangé nos cartes
de boxe. Il y avait les cartes de baseball, il y avait les cartes de basket, et tout, mais il y avait les cartes de boxe. Regardez ça, c'est la carte de Mike McCallum qu'on se serait échangé, Antoine et moi. Tu sais, allez, je te donne mon Vinny Pacienza contre le Mike McCallum. Allez, vas-y, donne-moi ça. Tout ça, donc c'est génial à voir ça. D'ailleurs, si vous l'avez, hein, je la cherche. Donc en conclusion, moi je veux vous dire que je suis extrêmement heureux d'avoir fait cette discussion Hall of Fame avec toi, Antoine, parce que c'est pour remettre en avant un nom qui n'est pas assez remis en avant. J'en veux pour preuve un peu comment on considère Mike McCallum. Maintenant, parfois il est dans les coins, il vit à Las Vegas, il traîne souvent au Mayweather Gym, il a été dans le coin de plusieurs boxeurs, il a donné un peu de sa science et de son temps à pas mal de boxeurs, Jesse Vargas notamment, il était encore dans son coin dernièrement, l'année dernière. Il s'est un peu occupé, de Devin Haney. Tu sais, Devin Haney allait un peu prendre des choses Mike McCallum, mais c'est incroyable que ce cerveau, ce scientifique de la boxe ne soit pas plus demandé que ça, tu vois. Et je pense qu'en plus, il attend que ça, d'avoir des gens à s'occuper. Voilà, donc Mike McCallum, c'est vraiment quelque chose de très important pour moi. Et je te dirais, et je vais aller loin, mais pour moi, Mike McCallum, c'est la boxe. Je te le dis, c'est la boxe. C'est-à-dire que si je me mettais dans la peau d'un entraîneur, je dirais, notamment par rapport à quelqu'un qui aurait un peu le même morphotype que Mike, longues jambes, longs bras et tout ça, je dis, ça, c'est ce que tu dois réussir à faire. Après que tu prennes des libertés ou que tu aies un autre style, on en conviendra plus tard. Mais ce qu'il faut faire, les bases, c'est Mike McCallum, pour moi. Vraiment, mais vraiment, tu vois. Donc, il est essentiel de le connaître, ses combats et sa carrière. Qu'en dirais-tu, toi, Antoine, pour voilà, il aura fait le maximum avec les cartes qui lui auront été données, c'est-à-dire un gros talent, une intelligence supérieure et un menton extraordinaire, mais un problème de fond qui était que c'est un type qui ne faisait bander aucun promoteur et qui a eu sans doute du mal à avoir les super fights qu'il aurait mérité, parce que on en revient à le fait que boxer McCallum, c'était un risque et ça ne rapportait pas autant que d'affronter d'autres gars. Un mec, par exemple, prenons l'exemple de Don Curry. Don Curry est un très bon boxeur, c'est un type qui a fini au Hall of Fame, c'est une belle carrière, mais McCallum est un plus grand boxeur que Don Curry et il n'a jamais été une aussi grosse star que Don Curry. Voilà, pour dire les choses, pour essayer d'illustrer les choses. Et ça, c'est j'espère que le bonhomme n'est pas amer ou quoi que ce soit, mais je pense qu'il est bien conscient de ce qu'il méritait un autre statut que celui qu'il a obtenu, en tout cas à l'époque. Après, évidemment, quand des vieux comme nous discutent de boxe aujourd'hui, nous, on sait, il suffit de s'intéresser un peu au sujet pour arriver à cette conclusion. Tout à fait. T'as raison, ça, c'est un personnage que j'adorerais interviewer, justement. Et il a toujours un super accent jamaïcain. Alors ça n'a pas changé. Mais ça va nous aider. Qu'on peut garder un accent français très longtemps. Lui, il a un putain d'accent. C'est assez impressionnant. Ça va nous aider parce que les gens avec des forts accents, généralement, ils se comprennent mieux. Tu vois, moi j'ai un fort accent. Quand je parle anglais avec mes potes indiens et tout ça, qui ont aussi un fort accent, on se comprend très bien. Et le Canadien ou l'Américain de base qui est avec nous, il fait, mais c'est quel langage qu'il parle? Non, c'est de l'anglais. On vous rassure, c'est de l'anglais. Donc ça pourrait bien matcher avec Mike et tout. Je vais essayer de faire les démarches. Et puis, alors là, c'est ma petite surprise. Enfin, c'est pas ma petite surprise parce que je t'en ai évoqué en ce début d'émission, qui est une émission fleuve, hein, mais le personnage le mérite. C'est que il y a un what if énorme, et cette émission que vous regardez actuellement, regardez-la en parallèle de ce qu'on a fait sur l'un des boxeurs préférés, si ce n'est le boxeur préféré d'Antoine, c'est Marvin Hagler, mais Thomas Hearns, parce que avec ce problème relationnel qu'il y avait avec Emmanuel Stewart, il n'y a pas eu ce combat Mike McCallum contre Thomas Hearns, et c'est un gros what if de cette catégorie incroyable des Super Welter. Super Welter, Thomas Hearns, McCallum, à ce moment, 87. Ça aurait été pas mal, qu'est-ce que t'en penses? Bien malin qui peut dire ce qui se serait passé. Ouais. À mon avis, alors,
Ernst, en général, perdait pas les décisions contre les bons boxeurs. Il avait la boxe pour gagner à l'escrime de points, il avait la boxe pour gagner. Après, McCallum était suffisamment intelligent pour comprendre les défauts de Ernst, en particulier le fait que, ben voilà, quand t'arrivais à t'approcher tout de suite, c'était pas tout à fait la même limonade. Je pense que McCallum aurait compris et mis en œuvre le bon plan pour gagner par KO contre Ernst. Je pense. Je le pense aussi. Après, t'es vraiment dans le what-if, hein, parce que vendre la peau de Tommy Ernst, c'est très compliqué. Voilà, petite pièce sur McCallum, sans certitude aucune. Voilà. Tout à fait, tout à fait. Bah, écoute, Antoine, merci encore énormément. C'était un plaisir. Dois-je répéter que 130livres.com est un blog que vous devez suivre, mes pirates, vous le savez très bien. Antoine est un sociétaire de la piraterie de la boxe. Merci encore d'avoir été avec nous. Et on se rejoint certainement la semaine prochaine pour un futur enregistrement et pour une future émission pour vous les pirates. Portez-vous bien et à bientôt. Ciao et bon!